Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon qu'on va la consacrer à la notion de limite d'une fonction numérique. Alors, on va décomposer cette leçon en trois parties. La première partie concerne quelques définitions, la deuxième des propriétés, des procédés pour calculer les limites. Dans la troisième partie, on va voir quelques exemples et applications. Alors, prenons l'exemple d'une fonction numérique f définie sur un ensemble D inclus dans R à valeur dans R, tel que pour tout x dans D, on associe son image f de x. La question que je vais poser maintenant, si je vais prendre la variable x et je vais essayer d'approcher la variable x à un nombre a donné, un nombre a réel fini. Alors la question, que sera l'influence sur l'image? De même, si je vais donner, par exemple, je vais essayer de donner des valeurs positives plus en plus grandes à x, que sera aussi l'influence sur l'image? De même, la troisième opération que je vais essayer de faire, c'est lorsque je vais prendre des valeurs pour x, des valeurs plus en plus petites et négatives. Donc, que sera l'influence aussi sur l'image f de x? Donc, je vais résumer le fait de donner à x des valeurs plus en plus grandes et positives en disant que x va tendre vers plus l'infini. De même, pour x, quand il va prendre des valeurs négatives plus en plus petites, je vais résumer ça en disant tout simplement que x va tendre vers moins l'infini. Très bien. Alors, cette valeur dont la fonction f s'approche, cette valeur, on aura deux cas, bien sûr. On aura deux cas. Donc, soit il va être une valeur qui est infinie, soit une valeur qui est finie. Très bien. Et c'est cette valeur qu'on va la nommer limite de f. Donc, on va résumer en disant que la limite d'une fonction, c'est quoi la limite d'une fonction? La limite d'une fonction, c'est la valeur, donc éventuellement finie ou infinie, dont la fonction f s'approche quand l'indice ou bien la variable x va s'approcher d'une valeur ou bien va prendre des valeurs positives et plus en plus grandes ou bien va prendre des valeurs plus en plus petites et négatives. Et je vais résumer cette implication en écrivant, donc je vais résumer tout ça en écrivant lim de f de x quand x va tendre vers un truc fini ou infini, une valeur finie ou infinie, f de x aussi va tendre vers quelque chose. D'accord? Cette écriture est due au fameux mathématicien Cauchy, français. Donc, c'est le premier qui a introduit l'expression, l'écriture de lim, LIM, pour désigner la limite de la fonction. Alors, bien sûr, il faut distinguer plusieurs cas dans l'écriture de la limite. Donc, on voit que on a 4 cas, plus 2 cas particuliers. Alors, les 4 cas sont limite quand x tend vers un nombre fini, f de x va tendre vers une valeur finie aussi. Ou bien limite quand x va tendre vers un nombre fini, f de x va tendre vers une valeur infinie. C'est-à-dire, je vais résumer ça en écrivant plus ou moins l'infini. Ça regroupe deux cas, soit plus l'infini, soit moins l'infini. De même, si x va prendre des valeurs infinies, c'est-à-dire valeurs positives
plus en plus grandes ou bien des valeurs plus en plus petites et négatives, f de x, l'image f de x va tendre vers un nombre fini. Le quatrième cas, c'est la limite quand x va tendre vers plus ou moins l'infini de f, et l'image elle-même va tendre vers plus ou moins l'infini. On peut considérer aussi limite à droite et limite à gauche, que je vais noter, on va les noter comme ça, limite quand x tend vers a plus de f de x, et limite quand x va tendre vers a moins de f de x. Ça veut dire quoi? Limite à droite de a, ça veut dire que quand tu vas approcher le x de a, tu vas l'approcher seulement d'un côté, c'est-à-dire du côté plus grand que a. C'est-à-dire, je vais prendre donc des valeurs ici, donc des valeurs plus en plus proches de a, mais à droite, c'est-à-dire ces valeurs sont plus grandes que a, bien sûr sans toucher le point. Donc cette limite obtenue s'appelle la limite à droite de a. De même, en prenant des valeurs donc plus en plus proches de a, mais qui sont plus petites que a, on obtient une limite, la limite à gauche de a. Très bien, et on a aussi d'autres écritures. Je peux même écrire la limite à droite, je peux l'écrire comme ça, limite de f de x, quand x tend vers a, avec x supérieur à a. Je peux aussi écrire là, limite quand x va tendre vers a, avec x inférieur à a, c'est donc la limite de f de x. D'accord? Très bien, alors voilà tous les cas possibles. Bien sûr, le choix du calcul de la limite dépend, bien sûr, du domaine de définition de la fonction f, parce que on peut pas, dans tous les cas, on ne peut pas calculer la limite de x n'importe où. Donc il faut voir le domaine de définition de f. D'accord? Maintenant, on va voir quelques propriétés concernant les opérations sur les limites. Alors, je suppose qu'on a une fonction h nommée h de x, avec x va tendre soit vers une valeur qui est finie, soit une valeur infinie, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Et je suppose aussi que ma fonction h, donc la première opération que je vais aborder, c'est la somme. Je suppose que ma fonction h, je peux l'écrire sous la forme de somme de f de x plus g de x. Alors les cas possibles sont les suivants. Donc soit la fonction f va tendre vers un nombre L qui est fini, aussi G va tendre vers un nombre que je vais noter L' qui est fini. Alors dans ce cas, H, ma fonction H, qui est la somme de F et G, va tendre vers L plus L'. Donc c'est le plus simple des cas. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement sommé les deux limites, L et L'. Alors, le deuxième cas, je suppose que l'une des deux fonctions, f ou bien g, je suppose que f va tendre vers un réel L, mais g va tendre vers soit plus l'infini, soit moins l'infini. D'accord? Alors, l'élément plus l'infini ou bien moins l'infini, on l'appelle un élément absorbant. C'est-à-dire quand tu vas faire la somme d'un nombre fini avec l'infini, ça restera toujours l'infini, d'accord?
Donc L n'aura pas d'influence sur plus l'infini. Quand on fera la somme, L plus l'infini, c'est plus l'infini. Et L plus moins l'infini, c'est moins l'infini tout simplement. Donc l'infini est un élément absorbant. Le troisième cas qu'on peut rencontrer, c'est le cas où la première fonction va tendre vers plus l'infini, la deuxième vers plus l'infini. Quand tu vas faire la somme de plus l'infini, c'est plus l'infini, ça va donner plus l'infini. De même, si on a les deux égalités, les deux fonctions f et g égales, leur limite est égale à moins l'infini. Moins l'infini, alors la somme c'est moins l'infini. Le dernier cas, c'est le cas qui pose un problème. Donc c'est plus l'infini et moins l'infini. Alors, si on a la première limite de f, c'est plus l'infini, la deuxième limite de g, c'est moins l'infini. Alors, la première réponse que j'entends des élèves pour plus infini, plus moins l'infini, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent plus l'infini, moins l'infini comme des nombres opposés. Alors, ce n'est pas vrai pour l'infini, c'est vrai pour les nombres qu'on connaît déjà la valeur exacte. Par exemple, moins 5 plus 5, c'est 0. Oui, je suis d'accord. Mais pour plus l'infini, moins l'infini, je ne connais pas la valeur exacte de plus l'infini, moins l'infini. Ce ne sont pas des nombres réels. D'accord? Plus l'infini, moins l'infini ne sont pas des nombres réels. Alors, je ne peux pas écrire ça. C'est faux. D'accord? Alors, plus l'infini, moins l'infini, on dit, donc dans ce cas, on va dire que c'est une forme. Donc la somme, c'est une forme indéterminée. Ou bien, tout simplement, je peux écrire l'abréviation connue, donc FI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une forme indéterminée? Une forme indéterminée, ça veut dire que la limite, que la limite existe, que la limite existe, mais je ne peux pas calculer cette limite directement par cette méthode. Ici, la méthode utilisée, c'est la somme. Alors, il faut chercher d'autres méthodes pour calculer la limite, d'accord? Alors, une forme indéterminée, je répète, une forme indéterminée ne veut pas dire que la limite n'existe pas, mais il faut changer de méthode pour calculer la limite. D'accord? Et on verra après des méthodes pour enlever donc cette forme indéterminée à l'aide de la factorisation, la multiplication par le conjugué, etc. Donc il y a tas de méthodes pour enlever cette forme indéterminée. Alors maintenant on va passer au produit de fonctions. Je suppose que ma fonction h, je peux l'écrire sous la forme de produit de f et g, f de x fois g de x. Bien sûr, avec x va tendre soit vers une valeur a finie, donc un réel, soit vers plus ou moins l'infini. Alors le premier cas, c'est que f de x a une limite L finie. Aussi pour g va tendre vers L' appartient à R. Alors h va tendre tout simplement vers le produit de L et L'. Le deuxième cas, c'est L, c'est que f va tendre vers L strictement positif, mais g va tendre vers soit plus ou moins l'infini. D'accord? Alors l'infini est absorbant, donc un nombre réel fini fois l'infini, ça restera l'infini. Et le signe, on peut décider le signe du fait que L est positif strictement. Alors si on a plus l'infini fois positif, ça va rester plus l'infini. Si on a moins l'infini fois un nombre positif, ça va rester moins l'infini. D'accord? Maintenant, si L est strictement négative, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'infini fois L, c'est l'infini est absorbant. Donc, un nombre négatif, strictement fois plus, c'est moins. Un nombre négatif strictement fois un négatif,
c'est-à-dire négatif fois moins l'infini, c'est plus. Donc on remarque que donc ici le signe de l'infini va être l'opposé si on le multiplie par un nombre qui est négatif strictement. Alors, le troisième cas, le troisième cas, c'est quoi? C'est quand on a plus l'infini fois plus l'infini. Alors l'infini fois l'infini, c'est l'infini, et plus fois plus, c'est plus. Positif fois positif, c'est positif. De même, moins l'infini fois moins l'infini, c'est l'infini, et moins fois moins, c'est plus. Maintenant, plus l'infini fois moins l'infini, qui est l'infini, plus fois moins, c'est moins. Il va rester un dernier cas, c'est le cas où f va tendre vers 0 et g va tendre vers l'infini. Ça veut dire plus ou moins l'infini. Alors, 0 est un nombre absorbant, c'est-à-dire 0 fois quelque chose fois n'importe quel nombre, c'est 0. 0 fois 2, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Alors, aussi pour l'infini. L'infini fois un nombre, c'est l'infini. Donc, on a ici le produit de deux nombres, de deux quantités qui sont absorbantes. Alors ici, on ne peut pas décider sur la valeur, donc on obtient aussi une forme indéterminée. D'accord? Donc il s'agit d'une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Je ne peux pas décider directement avec cette méthode que j'ai utilisée, c'est le produit. Je peux enlever cette forme en changeant la forme de la fonction ou bien à l'aide de quelques techniques qu'on va voir. Très bien. Maintenant, on va passer au quotient. Alors, je suppose que ma fonction h a la forme d'une fraction ici, c'est-à-dire f de x sur g de x. Bien sûr, toujours x tend éventuellement vers soit un nombre fini, donc appartient à R, ou bien plus ou moins l'infini. On verra maintenant les cas possibles. Je suppose que f va tendre vers L, vers une valeur réelle, quelconque, et G va tendre vers L', donc qui est différent de 0, non nul. Alors tout simplement, h, la fonction h va tendre vers quoi? Va tendre vers L sur L', tout simplement. D'accord? Maintenant, le deuxième cas, h égale à f de x sur g de x, et f va tendre vers L qui est strictement positif, mais g va tendre vers L', c'est quoi? C'est 0 plus. Alors, ici, il faut faire attention. Ça veut dire quoi limite de g de x égale à 0 plus? C'est-à-dire que la fonction g de x va tendre vers 0 et g de x, la valeur de l'image, attention, n'est pas la valeur de x, donc la valeur de g de x qui est strictement positive. Donc la valeur, elle est strictement positive, et limite de g de x, c'est 0. D'accord? Alors si on a le quotient d'un nombre positif strictement sur 0 plus, donc la limite sera plus l'infini. Et on peut aussi intuitivement lire ça en écrivant L sur 0 plus,
L strictement positif. Donc on a dit que si le dénominateur diminue, donc c'est-à-dire il prend des valeurs plus en plus petites et qui tendent vers 0, alors qu'est-ce qui va se passer pour la fraction? La fraction va augmenter, va tendre vers l'infini. Et pour le signe, qui va décider le signe? C'est le signe de L, le signe du dénominateur. Donc, pour déterminer si on a 0 plus ou 0 moins, donc il faut, par la suite, il faut dresser le tableau de signes de G au voisinage de 0 pour savoir est-ce que le signe de G est positif ou négatif. D'accord? Donc L strictement positif et on a 0 plus, plus avec plus c'est plus. Donc c'est plus l'infini. D'accord? Voilà. Maintenant, donc je rappelle ma fonction, h de x c'est f de x sur g de x. Donc le troisième cas, donc le premier cas c'est L appartient à R et prime différente de 0, L strictement positif et prime égale à 0 plus. Donc mon deuxième cas c'est L strictement positif et G va tendre vers quoi? Vers 0 moins. Donc L prime c'est 0 moins. Donc de même, L positif strictement sur 0 moins, c'est l'infini, et on a positif avec négatif, c'est moins l'infini. Une règle, en général, 1 sur l'infini, c'est 0, 1 sur 0, c'est l'infini. Donc, à vrai dire, ce ne sont pas des vraies écritures mathématiques, mais seulement des règles pour apprendre les limites, ou bien la relation de limite de l'infini et 0. D'accord? Donc l'inverse de l'infini c'est 0 et vice versa. L'inverse de 0 c'est l'infini, va conduire à l'infini. C'est ce qu'on a ici. Alors, euh, l'autre cas c'est L strictement négatif et L' c'est 0 plus. De même c'est l'infini, négatif avec positif c'est négatif. L strictement négatif, L' égale à 0 moins, c'est l'infini. 1 sur 0 c'est l'infini. Et négatif avec négatif, c'est positif. D'accord? Alors, l'autre cas, 0 et 0. Si on a f va tendre vers 0 et g va tendre vers 0, donc on remarque que 0 sur 0, je peux l'écrire, c'est 0 fois 1, 0, 1 sur 0. Donc c'est 0 fois quoi? Fois l'infini, parce que 1 sur 0, c'est l'infini. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on a dit pour 0 sur, donc 0 fois l'infini? Qu'est-ce qu'on a dit? 0. On a dit que 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, d'accord? C'est une forme indéterminée. Donc, 0 sur 0 revient à la même écriture. 0 sur 0, c'est la même écriture, c'est 0 fois l'infini. Donc aussi, donc c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider directement, qu'on ne peut pas décider la valeur de la limite. D'accord? Maintenant, on va passer à l'autre cas, c'est quand on a l'infini sur l'infini. Donc, l'infini sur l'infini, c'est 1 sur l'infini fois l'infini. 1 sur l'infini, comme on a dit, 1 sur l'infini, c'est 0 fois l'infini. À la même forme indéterminée, donc l'infini sur l'infini aussi va donner une forme indéterminée. Oui, maintenant, si on a par exemple plus l'infini divisé par un nombre
plus l'infini moins l'infini divisé par un nombre strictement positif. Donc l'infini sur un nombre, c'est l'infini. Le signe plus fois plus, c'est plus. Si on a moins l'infini sur un nombre positif, c'est moins l'infini. De même, plus ou moins l'infini sur un nombre strictement négatif. Donc l'infini sur L, c'est l'infini. Sur un nombre, c'est l'infini. Plus fois moins, c'est moins. Donc on remarque que le signe de plus de l'infini va changer. Si on a plus, ça va devenir moins. Si on a moins, ça va devenir plus. D'accord? Alors voilà. Donc un dernier cas qui va rester, c'est le nombre moins l'infini sur 0 plus. Donc d'abord on remarque plus l'infini, plus ou moins l'infini fois 0 plus, sur 0 plus, désolé, c'est sur 0 plus. Je peux l'écrire, c'est plus ou moins l'infini fois 1 sur 0 plus. Et c'est quoi 1 sur 0 plus? C'est quoi? C'est plus l'infini. Donc plus ou moins l'infini fois plus l'infini, ça va donner plus ou moins l'infini. De même, plus ou moins l'infini sur 0 moins, plus ou moins l'infini sur 0 moins, ça va donner plus ou moins l'infini fois 1 sur 0 moins. C'est plus ou moins l'infini fois moins l'infini. Égal. Donc plus fois moins, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Donc le signe va changer. De plus ou moins l'infini, ça va donner moins plus l'infini. C'est-à-dire, si tu as plus l'infini, tu auras moins l'infini. Si tu as moins l'infini, tu auras plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va passer à l'inverse d'une fonction. Alors, si la fonction f, donc si f va tendre, ou bien si f de x c'est l'image, va tendre vers un nombre L différent de 0, donc h de x va tendre vers, désolé, va tendre vers 1 sur L. Le deuxième cas, si f de x va tendre vers 0 plus, donc 0 moins, ou bien le dernier cas, c'est plus ou moins l'infini. D'accord? Donc si f va tendre vers 0 plus, ça veut dire que h de x va tendre vers... Donc je rappelle qu'on a dit que 1 sur 0, c'est l'infini. Donc c'est l'infini. Et le signe, puisque 0 plus est positif, donc ici on aura plus l'infini. De même, h de x, désolé, donc va tendre, h de x va tendre vers moins l'infini. De même, h de x ici, donc 1 sur soit plus l'infini, soit moins l'infini, donc c'est 0. Donc h de x va tendre vers 0. Très bien. Maintenant, on va passer à la composée de deux fonctions. Je suppose que ma fonction initiale, h de x, peut s'écrire sous la forme de f rangé de x. Alors, je rappelle que, que l'écriture f rangé de x veut simplement dire l'image par f de quoi? De g de x. Alors, je suppose que x va tendre vers soit un nombre fini a, ou bien plus ou moins l'infini. D'accord? Alors, si on a deux conditions, tout d'abord, je cherche à calculer donc limite quand x tend vers a de h de x. Alors, deux conditions. La première condition, c'est quoi? C'est que limite quand x tend vers a. Donc ici, je regarde. Quelle est la première fonction qui rencontre x? Donc c'est g. Donc si limite de x tend vers a,
de g de x égale à un nombre que je vais noter b. Un nombre ou bien éventuellement une valeur infinie. Donc ça peut être un nombre réel, ça peut être une valeur qui est infinie. Peu importe. La deuxième chose, la deuxième condition maintenant, c'est que je calcule la limite. Maintenant, donc la limite de f, je vais changer donc d'indice. Donc le choix d'indice est arbitraire, je peux même utiliser x, ça va donc ça va rien changer dans ma limite. Donc limite de f de y, quand y va tendre vers quoi? Va tendre vers cette valeur que j'ai trouvée dans la première limite. C'est-à-dire lorsque y va tendre vers b, f de y va tendre vers quoi? Va tendre vers, je suppose qu'il va tendre vers c avec c, éventuellement un nombre fini ou bien infini. Alors, si on a ces deux conditions vérifiées, je peux dire, donc ça implique que les limites quand x tend vers a de h de x, donc la limite de ma fonction initiale, je rappelle que h de x, je l'ai écrit sous la forme de composé. Donc ça va être quoi cette limite? Ça va être la dernière limite que j'ai trouvée. Donc c'est ça, cette limite. Donc ça va être c. Voilà. Et donc cette méthode est plus pratique lorsqu'on a par exemple des fonctions plus complexes. On peut les écrire sous forme de composés, de fonctions référentielles ou bien usuelles, qu'on connaît déjà, donc la limite, telle que la fonction parabolique ou bien la fonction hyperbole, la fonction racine carrée. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre propriété. Ça concerne les limites et comparaisons. Donc, on a trois propriétés essentielles concernant la comparaison. Donc, je suppose bien sûr que f et g sont des fonctions définies sur un même intervalle i, éventuellement ouvert ou fermé, et avec x. Donc, c'est valable si x va tendre vers un nombre fini ou bien plus l'infini ou moins l'infini. D'accord? Maintenant, si on a f de x sur le même intervalle, l'intervalle commun de définition, je suppose que f de x est inférieur à g de x, quel que soit x dans cet intervalle. Alors, si limite sur x, bien sûr, x peut prendre n'importe quel cas parmi les deux cas ici. Donc si la limite de f de x égale à plus l'infini, donc ça va impliquer que la limite sur x de g de x va être égale aussi plus l'infini. Et je pense que c'est intuitif. Pourquoi? Parce que f de x va tendre vers plus l'infini. Il va pousser g de x vers plus l'infini aussi. Il va pousser l'image devant, donc vers plus l'infini. Maintenant, inversement, si on a limite sur x de g de x maintenant égale à moins l'infini, donc vous remarquez, maintenant j'ai commencé par g. Lorsque limite de g égale à moins l'infini, alors ça va impliquer que la limite de x, de f de x, va être aussi égale à moins l'infini. Donc c'est intuitif, lorsque g de x va tendre vers moins l'infini, donc il va décaler f de x, il va faire une marche arrière vers moins l'infini, et aussi il va décaler f de x vers moins l'infini. Il va pousser en avant, f de x vers moins l'infini. D'accord? Maintenant, pour la deuxième inégalité,
Si on a trois fonctions f, h et g qui vérifient donc f de x inférieur ou égal à h de x inférieur à g de x, je suppose donc f, h et g de fonctions qui sont définies sur un même intervalle, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le théorème de Gendarme. Alors, que dit le théorème de Gendarme? Dit que si on a h de x comprise entre f de x et g de x, et si, donc, si limite de f de x égale à la limite de g de x, donc la limite égale à L, égale, donc égale à L. Si, donc la limite est égale à L, limite de h de x va être égale à L. L, j'ai dit que L, éventuellement, c'est un nombre réel, ou bien plus ou moins l'infini, peu importe. Donc, si f et g vont tendre vers la même limite, alors ils vont amener avec eux donc au commissariat, bien sûr, h de x vers L. Maintenant, le troisième cas. Donc, je suppose maintenant que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à g de x. Ou bien pour changer, je suppose que f de x moins b donc b avec b est un nombre réel ici. Alors, si g de x, donc si limite de g de x égale à 0, si g de x va tendre vers 0, alors qu'est-ce qu'on aura? On n'aura que la limite quand x, ou bien sur x, de quoi? De f de x moins b va être égal à 0. Ce qui va impliquer, bien sûr, que la limite de f de x, ça va être b. Pourquoi? Parce que si g de x va tendre vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si g de x va tendre vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que f de x moins b, la valeur absolue, elle est supérieure ou égale à 0. Alors il va pousser cette différence vers 0 aussi. Il va pousser cette différence vers 0. Alors, si la différence de deux nombres s'approche de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x va s'approcher de p. Ça veut dire que f de x va s'approcher de p. Donc limite de x, quand x tend vers un truc, un machin, f de x moins b égale à 0. Alors limite de cette différence égale à 0. Donc je peux dire même, il y a une équivalence ici, c'est équivaut à dire que limite f de x égale à p. D'accord? Donc je peux résumer ça par dire que si limite sur g, donc sur x de g de x égale à 0, alors limite de f de x égale à b directement. Bon, voilà. Donc on verra maintenant la troisième partie, ça concerne des exemples et des applications. On verra aussi des méthodes pour enlever la forme indéterminée.